Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Merci mille fois. Dans l'épisode 43 de Femmes et Ambitieuses, je vous propose une nouvelle interview de femmes ambitieuses et inspirantes, celle de Clara Blockman. Elle est la fondatrice et dirigeante de la marque de lingerie Isée et maman de 2 enfants. Vous verrez dans cette interview, elle livre en toute transparence son parcours et tout ce qu'implique sa vie de femme ambitieuse. Avec Clara, on a parlé de lingerie et de confiance en soi, de doute et comment faire avec pour avancer, de ténacité, de management et d'équilibre de vie comme d'un joyeux bazar. Merci à elle pour sa franchise et sa sincérité. J'espère que vous apprécierez cette conversation autant que moi. Bonne écoute! Bonjour Clara. Bonjour Jenny. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui et de t'interviewer pour Femmes et Ambitieuses et surtout de faire profiter à mes auditrices de ton expérience de chef d'entreprise, de maman de 2 jeunes enfants et de femme ambitieuse finalement. Tu es la cofondatrice de la superbe marque de lingerie Isée. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore Isée, foncez, je mettrai le lien du site sur les notes de cet épisode. Personnellement, j'adore. Les pièces sont d'une finesse incroyable et subliment la poitrine de façon tout à fait naturelle. Et je pense que tu auras l'occasion de nous en parler. Alors, si je t'ai conviée à cette interview, c'est parce que, en premier lieu, j'avais repéré ta boutique dans le Marais et j'avais aussi beaucoup aimé les publicités et les images de la marque sur laquelle, en fait, on voit de vraies femmes, de vrais corps. On voit les grains de peau, on peut voir des bourrelets, on peut voir de la cellulite, mais en fait, ce que je vois, c'est qu'on voit des femmes magnifiques. Et donc, j'ai adoré l'approche. Et puis, quand j'ai demandé à Nathalie Rosborski qui elle aimerait entendre dans ce podcast, elle m'a parlé de toi. Alors, d'ailleurs, je vous suggère de réécouter l'épisode 26 où j'interviewe Nathalie, si ce n'est pas encore fait. Donc finalement, ça faisait 2 très bonnes raisons de te contacter. Et pour commencer, en fait, j'aimerais en savoir un peu plus sur une phrase que j'ai lue dans une interview duel de ta part, où tu dis « La lingerie est un accessoire de confiance en soi ». Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu dis ça ? Déjà en préambule, merci beaucoup. Je suis aussi super contente d'être là et merci pour tes mots sur Isée. Et donc pour rebondir sur ta question, pourquoi est-ce que la lingerie est un accessoire de confiance en soi? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on choisit sa lingerie non pas, je pense, tellement pour séduire ou pour un moment de séduction. Je pense que c'est vraiment, on choisit sa lingerie avant tout pour soi, parce que c'est de la lingerie du quotidien, c'est la lingerie qu'on va porter contre sa peau, contre sa poitrine. Et du coup, il y a une dimension de confort qui est en premier lieu extrêmement importante quand on la choisit. Mais ensuite, je pense que ce sont les petites pièces qu'on enfile contre son corps et qui vont nous faire nous sentir belles et bien. Belle parce que c'est un accessoire qui est joli et c'est ce que je m'efforce à faire chez Isée. Je m'éloigne un petit peu de fonctions quand même techniques pour privilégier quand même l'esthétique avec des jolies matières, des jolies dentelles, des jolies microfibres, des jolies couleurs. Une coupe, justement, et qui peut sublimer naturellement la silhouette. Et moi, je suis très attachée depuis toujours chez Isée à faire des produits qui soient sans rembourrage. Tu parlais de mettre en valeur le naturel. Mais voilà, je ne me reconnaissais pas dans des campagnes de publicité avec des push-ups extra. Et je trouvais qu'en fait, il n'y avait rien de plus beau qu'un soutien-gorge bien coupé pour mettre en valeur le corps. Et c'est ce qu'on s'attache à faire. Et je trouve que quand on a une jolie lingerie qui nous va bien, eh bien, ça nous permet de nous sentir belles
et d'être confort, à l'aise et du coup de nous sentir bien. Et d'où la confiance en soi qui en découle. Donc je pense que c'est un accessoire qu'on voit pas souvent, qu'on montre pas souvent, mais qui est assez symbolique de la projection qu'on a de soi et de la confiance qu'on a dans son corps. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mais alors du coup, je suis très curieuse. Comment t'en es arrivée à la lingerie et à quoi tu rêvais quand tu étais petite? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue chef d'entreprise à la sortie d'école, etc. Raconte-nous un peu. Alors, le fait d'être devenue chef d'entreprise à la sortie d'école, je dirais que c'était pas du tout pour moi une évidence. C'est plutôt l'opportunité qui s'est présentée et sur laquelle je me suis dit qu'il fallait foncer. Mais je veux dire que je ne m'étais pas dit toute ma vie que je serais entrepreneur. Je m'étais dit que j'y viendrais peut-être. J'ai grandi dans une famille où il y avait des entrepreneurs. Mon grand-père était entrepreneur. Ma mère a aussi créé son entreprise. Mon père aussi a été indépendant à un moment. Du coup, je pense que c'était un climat dans lequel j'ai grandi qui m'avait montré cette option-là. Mais par ailleurs, j'avais fait un parcours étudiant plus, plus tracé où effectivement j'ai fait une grande école de commerce. Donc après, j'avais fait mes stages chez L'Oréal, chez Danone, pour les citer. Et je m'étais dit que c'était plutôt la voie qui m'était destinée. Et changement de cap, toute dernière année de mes études, parce que j'avais assez envie de monter un projet dans la lingerie. Je trouvais que c'était un produit super et en même temps totalement endormi. En effet, j'avais un regret, c'est que je trouvais que la communication de lingerie n'était pas du tout au goût du jour. Enfin, moi, je veux dire, j'avais 23 ans et c'est vrai que où c'était des marques très anciennes, voilà, qu'on connaît tous, ou alors des visuels avec des femmes très plantureuses, toujours dans une optique de séduction très sexualisée, et je me reconnaissais pas là-dedans. Et c'est vrai que je m'étais dit, bah, il y a forcément quelque chose à faire, justement, comme lingerie, vecteur de confiance en soi, lingerie pour soi, lingerie jolie, esthétique, belle, mais aussi, voilà, qui est un bel accessoire du quotidien et un bel accessoire de mode. Et il y avait aussi l'émergence du digital. Je me disais qu'il y avait quelque chose à faire en tant que marque pure player du web. Mais je veux dire que ça faisait un peu partie de mes rêves étudiants et que je ne me croyais pas forcément capable de monter mon entreprise tout de suite. Et en revanche, Bérangère Lehambre, avec qui je me suis associée au démarrage d'Isée, donc avec qui on a cofondé la marque en 2011 et lancée en 2012, elle avait un profil très entrepreneurial, jeune diplômée aussi, et c'est elle beaucoup qui m'a convaincue de mettre le pied à l'étrier à ce moment-là. Et j'étais en voyage pour mes études, j'avais fait un dernier semestre à l'étranger. Et en fait, je pense que cette prise de recul, d'être un peu loin de tout, de mon pays, ma ville, mon cercle, m'a permis de me dire, bah, en fait, j'ai rien à perdre. J'étais super jeune, je me suis dit, bah, je peux le faire. Au mieux, ben, on gagnera un peu de sous et je pourrais continuer et j'aurais cette vie-là. Et au pire, j'aurais appris et ça aurait été un exercice de plus, in fine. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait. Ce que je ne savais pas quand je me suis lancée, c'est que même quand ça marche pas, au bout d'un an ou de 18 mois, c'est quand même difficile d'arrêter. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore avec Isée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore avec Isée. Donc, c'est vrai qu'on a eu... je dis, aujourd'hui, vraiment, je vois Isée en 2 étapes. Et c'est très clair pour moi. J'ai une vraie phase de création avec mon associé, justement, qui était à bord avec moi, qui a été une phase très difficile et dans laquelle je pense qu'on a été super tenace parce que voilà, on n'arrivait pas à rentabiliser Isée, parce que les ventes, c'était des petits volumes, que tout était à faire. Donc effectivement, c'était créer, produire, commercialiser, marketer, distribuer, lever des fonds, financer. Et donc en fait, il y avait tous ces métiers et que je pense que
on était très jeunes, qu'on a été à la fois tenaces, mais pas forcément d'expérience de l'entreprise, et que je pense que ça a été une vraie difficulté au démarrage. Donc on a eu 3 voire 4 ans franchement durs. Mon associé a décidé d'arrêter opérationnellement en 2016. Au départ, pour moi, ça n'a pas été une très bonne nouvelle parce que j'avoue que ça m'a fait peur. Je me suis dit, est-ce que c'est pas aussi le moment pour moi de m'arrêter? En fait, c'est difficile ces moments-là. On se dit, bah, ça fait quand même 4 ans que je fais ça. J'avoue que j'étais pas très fière d'arrêter à ce moment-là sans avoir vraiment réussi. Et je me suis dit, bah, je me donne une année pour tester des choses auxquelles je croyais et qu'on arrive à l'équilibre. Et coup de peau, ça a marché. Et du coup, depuis, c'est la phase 2, donc ça a été 2016, 2017, 2018, et maintenant on est bien avancé dans 2019. Mais ça a été des années, franchement, que j'ai adoré parce que c'est la petite entreprise en construction et moi, c'est ça que j'aime. Et donc, ça marche. Je veux dire, on a de plus en plus de clientes. On a pu aussi avoir une croissance organique. On a pu réinvestir l'argent qu'on gagnait. Et du coup, c'est vrai que c'est nous pouvoir donner vie à des nouveaux projets, pouvoir recruter une petite équipe, pouvoir voilà finalement avoir les moyens de faire ce qu'on aime et se concentrer sur ce qu'on aime, sur la marque, sur l'offre, ce qui je pense moi fondamentalement m'anime. C'est un pari qui est du coup réussi et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis très très attachée à Élisée. Je pense pas parce que j'ai connu des difficultés avec elle et que in fine elle m'a aussi permis bah, de vivre et d'être épanouie dans mon job. Et qu'aujourd'hui, elle me permet d'avoir une équipe qui, je pense, aussi est contente de bosser pour Isée. Donc, j'avoue que ça, je trouve que c'est génial. Et que là, je trouve que c'était une époque bénie. Top. Mais alors, du coup, j'aimerais bien revenir sur la fin de la première étape où tu dis, bah, ça a été un moment où tu as douté parce que finalement, tu étais seule dans l'aventure. Ça, c'était quand même un énorme changement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que, en te donnant cet objectif de te dire, bon, bah voilà, je me donne un an pour arriver à l'équilibre et y être parvenue, à ton avis, quelles ont été les clés de cette réussite-là? Bah, je pense qu'il y a une partie de confiance en moi que je me suis forcée à acquérir. En fait, je me suis rendu compte que bah, si je voulais le faire, il fallait que je le fasse en ayant confiance en moi et en ayant confiance en ce en quoi je croyais pour Isée et en ce en quoi je croyais bon pour la boîte. Et du coup, voilà, c'est quelque chose, je pense, où j'ai libéré certaines barrières personnelles, où je me suis dit, ben là, je peux décider sans avoir à justifier mes choix. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment libérée. Et je me suis dit, si toi, tu es convaincu que c'est bien, fais-le. Si ça marche, génial. Si ça marche pas, j'en serai l'unique responsable. Et en fait, d'avoir vraiment cette clairvoyance à mon égard et de me dire, c'est ton sujet et ça sera ta réussite ou ton échec. Et ben en vrai, je pense, que ça m'a vraiment donné confiance. Ça m'a motivée. Ça m'a donné un objectif clair, simple et pour lesquels j'ai fait des choses honnêtement claires et simples. Et je dis beaucoup que c'est parfois une logique un peu de petite épicière ou de boulangère, mais c'est voilà, j'ai ma petite entreprise, voilà sur quoi je crois, voilà les produits auxquels que j'ai envie de mettre en place parce que moi je pense qu'ils sont bons, je pense qu'ils sont beaux et je pense qu'ils vont plaire. Et je vais le faire à moindre coût parce que j'ai pas les moyens de me payer des trucs de luxe. Et du coup, c'était vraiment une logique, je pense, à la fois très rationnelle et à la fois très intuitive. Et d'avoir cette alliance des deux, je pense, m'a permis d'avoir un chemin très simple et très efficace. Et l'autre chose, c'est que à l'époque, j'avais 3 salariés, si je dis pas de bêtises, et j'ai partagé ça avec eux. Et je pense ils ont très vite adhéré à cette voie-là.
Et j'ai vraiment pu compter sur eux pour le faire. Et tu disais que les 4 premières années, vous avez été vraiment tenace. Ouais. Et donc j'imagine que ça veut dire aussi que vous avez traversé des périodes de challenge, même avant d'en arriver justement à ta deuxième étape. Comment on fait pour être tenace? Enfin, toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te faisait tenir en fait dans ces moments de difficulté? C'est super difficile à dire parce que encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai tenu. Parce qu'honnêtement, j'ai eu des vrais moments de découragement. J'avoue que j'ai des soirées où j'ai pleuré, où je voyais pas la lumière au bout du tunnel. Je dois dire que quand même, j'étais très bien accompagnée et notamment par mon mari à qui je dois rendre un bel, euh, un bel hommage et un bon merci parce que c'est vrai que c'était quand même mon coach du quotidien, je pense. Et que lui, je pense, croyait en moi, croyait en Isée et je pense qu'il m'a quand même beaucoup encouragée et donné les armes pour continuer. Je pense aussi à un cercle de proches, mes amis, famille, etc. Moi, je partage, je pense, beaucoup mes doutes. Euh, Peut-être que je suis saoulante pour mon entourage parce que je parle à cœur ouvert et j'hésite pas à prendre la parole pour dire mes difficultés, me plaindre, me dire que ça va pas. Mais du coup, je dois avouer que j'ai des épaules solides de mon entourage et que ne serait-ce que d'avoir leur écoute et moi de pouvoir formuler certains doutes me permettent d'avancer. C'est pas forcément, ils vont pas forcément me conseiller ou me dire fais ci, fais ça, m'indiquer une voie. C'est que je pense que le fait de parler me permet de trouver mes propres clés. Ça te permet de prendre du recul, d'entendre les choses. Voilà, de prendre du recul, de respirer, de me rendre compte qu'en fait c'est pas si noir et que c'est pas si grave et que il y a quand même des choses qui, enfin en tout cas je me remets dans le contexte de l'époque où effectivement j'étais assez découragée de l'avancée très lente d'Isée et de la difficulté à émerger un petit peu et oui, je pense que d'avoir pu formuler ses doutes et d'avoir pu avoir un entourage bienveillant m'a beaucoup aidé. Et alors, si on en vient à aujourd'hui, quel est ton état d'esprit au quotidien quand tu vas au boulot? Qu'est-ce qui t'anime? Alors aujourd'hui, la donne a bien changé parce que déjà, je suis devenue maman. Et je suis devenue maman en 2015. Donc maintenant, j'ai 2 enfants, un petit garçon de bientôt 4 ans et une petite fille d'1 an. Et c'est vrai que ça a changé ma perception du boulot inévitablement. Donc, j'ai créé Isée, j'étais pas maman. Je suis devenue maman. Mon associé est parti quelques mois plus tard. Et après, j'ai eu un deuxième enfant. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 14 personnes. Ce sont toutes des femmes et elles ont toutes moins de 30 ans. Et je suis pour l'instant la seule maman, même si Clara, qui fait partie de mon équipe depuis toujours et ma bras droit aujourd'hui, est enceinte. Et j'avoue que je suis super contente parce que je suis contente qu'il y ait d'autres mamans maintenant chez Isée. Ça a forcément changé ma perception du travail parce que à la fois j'adore mon boulot, mais c'est inévitable qu'aujourd'hui j'ai une vie de famille, une vie pro et que moi je me balade dans ce joyeux bazar. Et du coup, notamment, il y a évidemment l'objectif de faire grandir Isée. Je cache pas qu'il y a toujours la question de mon épanouissement au sein d'Isée et qu'aujourd'hui, je pense que je suis dans une phase où j'adore ce que je fais. Et par ailleurs, quand même, voilà, l'envie d'être là pour mes enfants, de les voir grandir. C'est des années, je me rends compte, mon fils qui a bientôt 4 ans, en fait, ça passe hyper vite et qu'on n'a pas le temps de dire ouf, qu'on se dit oh là là, c'est déjà plus un bébé. Et c'est vrai que j'ai cette problématique qu'ont beaucoup de femmes, mais de vouloir être partout et épanouie partout et avoir un don d'ubiquité sans culpabilité et réussir tout. Donc c'est un sacré challenge et
Ça demande, je trouve, encore d'avoir des nouveaux doutes. Et mes doutes de 2011 sont plus du tout mes doutes de 2019. Ils sont pas du tout dans le même contexte et ils concernent pas les mêmes sujets. Aujourd'hui, clairement, mes doutes, ils concernent beaucoup comment je vais allier ma vie pro et ma vie perso, comment est-ce que je vais continuer à faire grandir Isée tout en voyant grandir mes enfants. Et c'est ça mon challenge du quotidien. Voilà. Et ce challenge-là, qui est quand même le challenge que beaucoup de femmes partagent, si ce n'est toutes, toi, c'est quoi ton truc, quoi? Enfin, comment tu fais? Qu'est-ce que tu n'as pas encore résolu? C'est vrai que quand tu m'as proposé de venir ici, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que je suis encore pleine de questions et pleine d'interrogations et que je pense que c'est une redéfinition perpétuelle. Que je ne cache pas qu'en septembre dernier, je me suis fait un planning avec certains soirs où je restais au boulot, certains jours où je rentrais plus tôt pour aller chercher mes enfants et que je n'ai pas tenu une semaine. Donc, c'est vrai que je trouve que je m'interroge sur ma légitimité à avoir des clés. Aujourd'hui, je suis dans une phase actuellement qui est assez apaisée sur ces sujets-là et où je me rends compte qu'en fait, déjà, il faut accepter qu'il y a des phases. Il y a des phases où ça va et il y a des phases où c'est le bazar et ça va pas et on culpabilise partout, tout le temps. Et on n'est pas bien, nos enfants sont pas bien. Je pense que notre équipe le ressent tout autant. Et je me dis, maintenant, j'arrive avec un peu de recul à voir qu'il y a ces phases-là. Et quand je suis vraiment dans le creux de la vague, je me dis, je sais qu'il y aura des jours meilleurs dans pas longtemps. Ce que je m'autorise maintenant plus, c'est à avoir des moments de respiration, c'est-à-dire pas me mettre en apnée du travail et où je travaille, je vois pas mes enfants et du coup on rentre dans un cycle infernal de mes enfants sont pas bien, moi je suis pas bien et je travaille pas efficacement. Quand je rentre dans ces cercles infernaux, j'essaye de m'autoriser maintenant un peu plus de vacances. Je pense que le planning scolaire me l'a aussi fait prendre conscience que ça revenait quand même toutes les 6 semaines et que le beau avoir un entourage très dispo, c'est quand même aussi fait pour avoir un peu de temps avec ses enfants, que ça leur permet eux d'être peut-être un peu plus apaisés, moi de me dire que j'ai mes moments avec eux et de revenir au travail avec, je pense, plus de recul et plus d'envie, plus d'énergie, plus de fraîcheur. Et aussi, les moments où je ne suis pas là sont aussi des moments où je pense que mon équipe s'en sort super bien parce qu'elles se sentent super responsables et que je pense qu'elles ont leur vraie place. Donc c'est aujourd'hui quelque chose, en tout cas je me suis dit voilà, cette année j'en ai pris déjà un peu plus et je me suis dit que l'année prochaine j'allais peut-être en prendre encore davantage et parce que pour autant voilà, quand je suis en vacances je lis mes mails, je peux bosser un peu sur des projets de fond, je réfléchis beaucoup justement à la suite d'Isée et en fait c'est des choses auxquelles j'ai pas forcément le temps de réfléchir dans mon quotidien parce qu'on est une toute petite entreprise et du coup mon quotidien il est quand même très je suis avec mon équipe du matin au soir ou sur des projets assez opérationnels avec des deadlines assez courtes et justement les moments où je ne suis pas dans mon quotidien, pas dans mon bureau me permettent de réfléchir à un peu plus long terme. Et l'autre chose que là j'essaye de mettre en place, honnêtement ça fait 1 mois je pense que je le fais, c'est que le vendredi j'essaye de travailler de chez moi. J'essaye de travailler de chez moi, j'essaye d'aller au yoga à 8h30 jusqu'à 9h30, donc c'est juste 1 heure pour moi, parce que j'ai aussi identifié que c'était important. Et après, je me mets au travail de chez moi, et du coup, j'avoue que le fait de ne pas avoir de points avec mon équipe, ça me permet d'être vraiment maître de mon agenda et de travailler sur des vrais projets et en fait de produire des choses à moi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est super important. Et donc voilà, et en fait, ça leur permet elles aussi de savoir que normalement le vendredi je suis pas là et que sauf urgence,
on n'a pas de moment ensemble. Et je ne sais pas si ça va tenir très longtemps, mais en tout cas, c'est vrai que ça a été. Là, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis un mois et demi, et qui, honnêtement, je pense, me permet d'avancer un peu plus sereinement. C'est un peu rompre le rythme, faire les choses différemment. C'est intéressant. Exactement. Et je pense que c'est exactement cette rupture de rythme, mais tout en étant. C'est pour ça que j'aimerais l'instaurer comme une routine. C'est-à-dire que c'est pas un vendredi je suis là, un vendredi je suis pas là. C'est en fait dire vraiment le vendredi, je suis en télétravail. Je pense que c'est le fait que ça revienne toutes les semaines et d'avoir cette forme de routine, ça permet aussi d'être clair sur les agendas et sur la gestion des emplois du temps. Et alors, si tu devais nous décrire une journée type, c'est quoi? En fait, justement, c'est super dur de dire qu'il y a des journées types, et je pense que c'est ça qui me plaît, parce que j'ai pas du tout un travail routinier, que je suis très le fait aussi, je pense, d'être maintenant plus fondatrice dirigeante d'ISEE me permet de couvrir tous les sujets. Je pense que ça m'intéresse beaucoup, et du coup d'avoir d'avoir des missions et des travaux transverses et différents m'anime énormément. Il n'y a pas de journée type. Maintenant, ce qu'il y a de vrai, c'est que je suis quand même très attachée à aller au bureau pour être avec mon équipe, et que très souvent, quand j'arrive au bureau, je passe du temps avec mon équipe, du début à la fin de la journée. Et c'est pour ça que j'ai dégagé aussi cette journée du vendredi, mais c'est qu'en fait, je me rendais compte que je n'arrivais plus à ce que j'appelle produire, mais à être effectivement, à avoir du travail personnel dans mes journées, et que j'avais énormément de mal du coup à suivre le rythme. Et donc, je dirais que 4 jours sur 5, je suis avec mon équipe, et un jour dans la semaine, je travaille sur des projets qui me demandent mon input plus personnel et direct. Et du coup, tu commences à quelle heure le matin? Tu finis à quelle heure le soir? Comment ça se passe? Alors, c'est pareil, ça, je n'ai pas de règles. J'ai pas de règles. La seule chose, c'est que donc maintenant, j'ai 2 enfants qui doivent être déposés à 2 endroits différents, et que les endroits, l'école et la crèche ouvrent à 8h30 et 8h45. Et du coup, c'est très difficile de quitter mon quartier avant 8h45. Donc, j'ai fait une croix sur le fait d'être tôt au bureau. Et ça, c'est gênant pour moi parce que je suis matinale. Donc, j'ai toujours beaucoup mieux travaillé tôt que tard. Et en fait, les enfants m'ont fait cette contrainte-là, que je suis attachée à aller voir le matin, prendre un petit déjeuner avec eux, si on peut jouer un peu parce qu'ils sont quand même très matinaux, et s'habiller et tout ça, et aller à l'école et tout. Ça, c'est des moments que, honnêtement, je me suis dit, bon, voilà, ça me fait arriver pas avant 9h15, 9h30 au bureau, mais je me suis dit, au moins, c'est tous les matins et c'est important. Voilà, après, quand il y a un shooting, un rendez-vous extérieur, machin, je confie à mon mari facilement. Mais quand même, la routine est plutôt de l'assurer. Mon mari et moi, et on se sépare en bas de la porte, et on va en déposer l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et le soir, je n'ai pas trouvé le truc. J'ai pas trouvé le truc, donc j'ai eu des phases où je partais tard du bureau. J'ai eu des phases, et je dirais que c'est actuellement plutôt le cas, où j'essaye de partir tôt, donc vers 18h30, 19h, et du coup je suis chez moi vers 19h, 19h30. Et malgré tout, j'ai du mal à pas rebosser après avoir couché mon fils, avoir dîné rapidement. Et ça, c'est vrai que ça me pèse quand c'est tous les jours. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas dans la semaine d'avoir 2 soirs de vrai boulot, mais tous les jours, d'avoir tous mes mails de la journée, plus des retours un peu importants à faire, etc. Je me dis, je le fais jusqu'à 22h30, et qu'en fait, à minuit, j'y suis toujours. J'avoue que ça, c'est un truc que j'aimerais bien pouvoir régler. Parce que je me rends compte je me rends compte que je perds en efficacité, que
ça me permet pas forcément d'avoir ma bonne énergie au bon endroit et que je tiens pas très longtemps à ce rythme-là. Donc ça, c'est un vrai truc que j'essaye de travailler en ce moment. Et alors, tu disais, tu as une équipe de 14 personnes. Je t'entends dire ma petite entreprise. Moi, je trouve que c'est pas une petite entreprise. Oui, encore, c'est 100, enfin, c'est 14 au bureau, mais il y a des personnes en magasin. Ouais, voilà. Alors, du coup, quel type de manager tu es? Ça, je trouve que c'est hyper dur à dire parce que je pense qu'elle serait beaucoup plus à même d'en parler que moi. En tout cas, celle que j'aimerais être. Ouais. Celle que j'aimerais être, c'est, je pense, beaucoup de transparence. Parce que ça doit transparaître là dans mon interview, mais c'est vrai que j'ai des doutes. Je m'interroge beaucoup sur le pourquoi du comment. Je me pose énormément de questions et du coup, parfois j'avance pas et je pense que c'est important de dire j'avance pas pour telle et telle et telle raison. Et quand je change d'avis, je trouve aussi important de l'expliquer. Donc, ce petit côté entre hésitation ou girouette, je pense que c'est super important de le communiquer. Maintenant, ce qu'il y a de vrai, c'est que je me rends compte aussi qu'il y a des informations qui sont clés et que je dis pas. Parce que parfois, je me rends compte aussi qu'il faut que je les préserve et qu'en fait, là, pour le coup, c'est ma responsabilité d'assumer ces infos. Et deux, parfois parce qu'il y a des loupés. Parce que par manque de temps, je me souviens d'avoir fait un recrutement au sein d'une équipe et de ne pas avoir prévenu l'équipe que j'avais recruté une nouvelle personne. Et je me suis dit, à quel moment je ne l'ai pas dit? C'est qu'en fait, j'étais dans autre chose. J'avais 1000 trucs ce jour-là et que j'ai validé l'entretien, j'ai recruté la personne et j'ai pas pensé à communiquer sur ce que j'avais fait. Mais voilà, en tout cas, je pense transparence et quand je fais des trucs pas bien comme ce que je viens de citer, de dire que je suis désolée et que je suis navrée de pas l'avoir dit. Voilà, c'est vraiment. En fait, je pense que c'est un peu, je trouve, les fondamentaux des relations humaines. Et c'est pas parce qu'on est en entreprise que c'est différent. Voilà. Et je pense que dans la vie, on n'a pas envie de pas savoir, on n'a pas envie d'être biaisé, on a besoin de savoir ce qui motive les gens et ce qui les fait douter ou ce qui leur fait peur. Et du coup, je me dis que dans la vie d'entreprise, c'est pareil. Donc voilà, je pense ça, c'est un premier truc. L'autre chose, mais je pense que ça, je dois encore travailler dessus, c'est de responsabiliser les gens. Moi, j'avoue que j'ai quand même du mal j'ai du mal à lâcher. Et ça, je l'ai vu quand j'ai eu mes enfants. Je suis pas partie longtemps, alors qu'en vrai, j'aurais pu partir plus longtemps. Mais c'est parce que je suis un peu contre le fric et j'aime bien être là, et j'aime bien voir les choses, et j'aime bien pouvoir faire un retour en direct immédiat, etc. Et en fait, je pense que aussi, quand on laisse plus de liberté, sans doute, les personnes se sentent plus responsabilisées et font plus par eux-mêmes. Et ça, je pense que je dois encore progresser certainement là-dessus. L'autre chose, enfin, c'est que jusqu'à présent, je me suis entourée de profils qui étaient plutôt plus jeunes que moi. Ouais. Et que je pense que l'étape d'après est de recruter des personnes qui sont plus expérimentées et de ne pas en avoir peur. Voilà, donc ça, c'est un prochain challenge. D'accord, c'est super. Et alors, j'aimerais revenir à un truc dont tu parlais qui me semble assez important, et c'est vrai que j'en ai pas encore beaucoup parlé dans ce podcast, mais tu fais part de tes doutes et franchement, j'adore la franchise avec laquelle tu le fais parce que je trouve que ton parcours, tu as vraiment un beau parcours, tu as fondé une belle marque, tu as une vie de famille. Et t'hésites pas à dire, voilà, c'est génial et en même temps, c'est aussi une aventure jalonnée de doutes. Et tout à l'heure, tu nous faisais part du fait que tu croyais en ton intuition et que tu marchais à l'intuition, et c'est aussi quelque chose que j'ai entendu dans l'interview que tu as fait dans Entreprendre dans la mode, qui est un podcast que je vous conseille par ailleurs. Et du coup, j'aimerais bien savoir, pour toi, ça veut dire quoi faire confiance à ton intuition? Enfin, comment ça marche?
En fait, ça marche quand j'ai l'intuition. Non, mais c'est un truc idiot, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui me paraissent comme des évidences et qu'il faut savoir voir. Et que je pense que je sais voir assez facilement quand mon fils va pas bien, je vois qu'il va pas bien et j'arrive assez facilement à faire le lien avec le fait que j'ai pas été là depuis 3 semaines le soir et que du coup il y a un remède assez simple, c'est de passer du temps avec lui. Euh, donc il y a des choses qui m'apparaissent intuitives, mais qui sont en fait certainement liées au fait que j'observe et que je sais interpréter les signaux. Voilà. Mais par ailleurs, et je cache pas, voilà, et tu parlais de doute, mais qu'il y a certaines décisions qui sont parfois très importantes, enfin en tout cas à mon échelle que je juge importantes pour ma vie personnelle ou pour ma vie professionnelle, où malgré tout l'intuition ne suffit pas. Et il y a forcément une part de rationnel, des implications pour mon équipe ou des implications pour ma vie de famille, parfois une contradiction entre les deux. Et là, c'est difficile de choisir. Et là, c'est super difficile de choisir parce que moi, à partir du moment où ma vie pro ou mon équipe, c'est ton équipe ou ta vie pro ou ta vie perso, là, c'est en gros un peu choisir ton père ou ta mère. Et c'est un peu, c'est super difficile parce que c'est vrai que les deux ont été à mon initiative. J'embarque les deux. Honnêtement, parfois je dis l'entreprise, je l'adore comme c'est un fil à la patte parce qu'aujourd'hui je peux pas arrêter. Enfin, je vais pas dire j'arrête, je vous laisse, salut, ciao, bye bye. Voilà. Et ma famille est évidemment prioritaire. Et jamais ça me viendrait à l'idée d'arrêter quoi. La question se pose pas. Mais il y a certaines décisions qui impliquent une antinomie entre les deux et c'est celles-là qui sont les plus difficiles à résoudre. Et dans le cas justement de la prise de décision, c'est quoi ton processus? Est-ce que tu es rapide? Tu prends du temps à prendre une décision? Non, je suis lente. Pour les décisions simples, je suis très rapide. Pour les décisions un peu life-changing, je suis très lente. D'accord. Je suis très lente, je suis très hésitante et en plus, je peux changer la vie. Donc, je pense que c'est pas simple pour mon entourage, mais honnêtement, c'est pas simple pour moi. Voilà. Mais je crois que j'arrive aussi. Là, c'est le temps, hein, c'est les 4 années depuis la naissance de mon fils qui me font parler, mais en vrai, je trouve que voilà, la famille, c'est tellement tout pour moi, tellement important, etc. C'est vraiment quelque chose que je priorise et je veux pas prendre de mauvaises décisions ou de choses qui pourraient mettre en danger ma vie de famille. À l'inverse, j'avoue que chez Isée, ce que je me dis, c'est que il faut relativiser l'enjeu et parfois de se dire que c'est un jeu. Voilà. Parfois se dire que c'est un jeu, que on peut avoir des bons atouts, on peut avoir un mauvais jeu et que c'est pas grave. Enfin voilà, il faut énormément relativiser ce côté-là. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup quand je parlais de décisions qui sont life-changing et qui mettent un peu une antinomie entre vie perso et vie pro, c'est beaucoup ce que je me dis. Voilà, il y a un truc qu'on peut pas sacrifier et il y a un autre truc où c'est un jeu et il faut relativiser l'importance. J'adore la métaphore du jeu d'ailleurs parce que finalement les cartes tournent aussi, t'as pas toujours le même jeu. Exactement. Parfois t'as un bon jeu, parfois un mauvais et finalement c'est un peu l'expérience de la vie, quoi. Exactement. Et c'est une belle image pour relativiser, je trouve. Et voilà, et je trouve qu'on peut sortir gagnant même après avoir mal joué. Voilà. Ouais. T'en apprends toujours quelque chose de toute Exactement. façon. Et du coup, dans ta vie de famille, parce que bah, tu as un boulot quand même assez prenant, tu as tes enfants, quel rôle ton mari joue dans tout ça et vous deux, comment vous faites pour gérer justement les enfants? Vous avez, Mais il a un rôle énorme, central, tout.
Enfin, voilà, c'est mon mari, déjà, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour le boulot, parce qu'il lui-même est entrepreneur et lui-même m'a vraiment convaincu de créer Isée. Et après, m'a convaincu de continuer Isée quand c'était difficile. Et aujourd'hui, c'est un vrai ping-pong du quotidien. Donc, c'est clair que ça a été une force énorme pour le boulot. Et ensuite, pour la vie de famille, évidemment, je pense qu'il est le principal euh, responsable et initiateur de tout ça. C'est quelqu'un qui rêve d'avoir, il me dit, 6 enfants. Je crois qu'il est passé à 5. Waouh! Donc, c'est vrai que c'est aussi quelque chose, voilà, c'est avant tout quelque chose, je pense, qui l'anime beaucoup, que c'est un super papa, que lui fait tout ça, toute cette sauce avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup moins de questions. Et c'est là où je me rends compte que c'est aussi super féminin. Mais lui, c'est pas une question. C'est vraiment un, un papa très moderne parce que il a beaucoup travaillé, mais en même temps, il est à fond chez nous, dans les enfants, euh, le super mari. Enfin, honnêtement, j'ai beaucoup de chance, je le sais. Et, et je le remercie d'ailleurs, mais c'est vrai que du coup, c'est un vrai moteur. C'est un moteur, c'est nécessaire, je ferai rien. Le quotidien serait beaucoup plus difficile s'il n'était pas là. Et là, je me rends compte, c'est que aussi, par exemple, là, j'ai eu vraiment une période assez intense de boulot. Et lui, à l'inverse, a une période où il était un peu plus. Enfin, je pense, où il s'est rendu plus disponible. Et je ne sais pas quelle est la poule et quel est l'œuf. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que forcément, il faut qu'on s'équilibre. Et quand il a eu des coups vraiment de gros accélérateurs professionnels, je pense que je devais être plus dispo et que à l'inverse aujourd'hui, j'ai peut-être eu une phase plus chargée de boulot et il a dû être plus dispo. Et je pense que c'est très important en tout cas de communiquer sur ces moments-là pour être sûr qu'on aligne quand même nos agendas et qu'aussi ça varie. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop longtemps l'un ou trop longtemps l'autre. Une équipe. Quoi. Voilà, une équipe, ouais, c'est aussi une équipe, c'est clair. Top. Alors, je me demandais, dans tout ce parcours avec Isée, avec tes enfants, les moments un peu down, comment tu faisais est-ce que tu avais des outils? Est-ce que tu t'es déjà fait coacher? Ou est-ce que c'est le sport? Ou est-ce que c'est de parler à ta famille, ton mari, tes copines? Qu'est-ce qui t'aide J'avais pas trop d'outils. Et j'avais pas trop d'outils. Alors après, effectivement, mon entourage, toujours, en fil rouge, c'est sûr. Mais là, j'avoue que cette année, j'ai ressenti le besoin de parler à quelqu'un d'extérieur. Et du coup, j'ai décidé là de me faire coacher. Donc, en fait, moi, le coaching, j'envisageais ça plutôt, on va avoir une coach quand on a envie de changer de parcours pro. Et moi, j'avais pas du tout envie de changer. Donc, je me disais, faut pas du tout que je me fasse coacher. Et en fait, en parlant à d'autres femmes aussi entrepreneuses, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout pour changer de voie, c'était aussi pour trouver certains outils justement pour mieux allier vie pro, vie perso. Et je trouve, moi, qu'aujourd'hui, j'ai un vrai sujet de mettre mon énergie au bon endroit chez Isée. Et je pense que je suis en redéfinition de l'organisation d'Isée. Cette organisation, elle est en mouvance permanente. Mais en fait, je pense que là, j'ai eu une organisation qui a convenu pour les 2 années et demie que je viens de passer. Et là, j'aimerais en mettre en place une nouvelle pour la nouvelle étape qui nous attend. Et, et je pense que la première question, c'est où suis-je dans cet organe? Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais me faire aider d'un point de vue vraiment extérieur. Et alors, je suis sûre que toutes les auditrices qui écoutent, toutes les femmes ambitieuses qui nous écoutent et qui, comme nous toutes, sont confrontées au doute, si tu devais leur donner un conseil, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense de beaucoup écouter leurs doutes. Moi, aussi ce que je fais, c'est que j'ai un petit cahier où je note
donc des phases de doute. Voilà, je pense que ça me permet de clarifier les choses. Je pense que ça me permet de mettre des mots sur des situations ou des moments, ou des difficultés. Euh, et, euh, et effectivement, ça demande aussi de se faire confiance parce que je trouve que la clé, c'est quand même de se connaître. Et on n'est pas la même à différents moments de la vie. Il y a certains moments où on a besoin de privilégier sa vie perso, d'autres on a hyper envie de s'investir à fond dans sa vie pro. Et en fait, je pense que c'est très très important de se dire où est-ce que je me situe dans tout ça, de quoi j'ai envie en ce moment, qu'est-ce qui me va pas depuis longtemps et est-ce que la décision que je vais prendre va me permettre de résoudre un point qui va pas depuis longtemps. Enfin, moi, c'est beaucoup des questions que je me pose. Et après, j'avoue, en ce moment, j'ai certains sujets où je me dis, et quelle est la part d'ego? Et ça, c'est hyper important de faire la différence, je trouve, entre ego et ambition. Et vraiment, honnêtement, moi, je me rends compte que l'ego est forcément un moteur. Et franchement, je pense que je pouvais en avoir honte. Et maintenant, je me dis, mais non, mais en fait, il faut pas en avoir honte. C'est un moteur comme un autre. Et à l'inverse, il faut pas qu'il me fasse non plus trop d'ego, fasse prendre les mauvaises décisions et permettre les bonnes personnes dans la barque. Et je pense que ça, c'est hyper important aussi d'identifier cette part d'ego et sa part positive et sa part négative. Bon, là, j'ai dit beaucoup de choses, un peu de façon pas très ordonnée. Je ne sais pas si ça va aider. Est-ce que tu as un mantra, genre un truc que tu aimes bien te dire Non, honnêtement, j'en ai pas. Honnêtement, j'en ai pas, et c'est plutôt des choses différentes. Effectivement, je pense qu'il faut faire confiance à ses intuitions. Je pense qu'il faut travailler avec beaucoup de transparence. Je l'ai dit. Je pense qu'il faut se faire confiance. Le fait que le travail est un jeu, je pense que c'est hyper important. Ok. Et alors, tu seras où dans 10 ans? Et c'est quoi ta bucket list des prochaines années? Hyper difficile à dire. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que je suis très très attachée à Isée, à mon équipe. Je suis très heureuse de ce qu'on a réussi à construire et du coup, c'est vrai que c'est un environnement pro dans lequel je me projette tout à fait. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir faire grandir Isée. À l'inverse, moi, j'aime pas du tout stagner, etc. Donc, j'ai hyper envie de passer à l'étape d'après, d'accélérer les choses. Maintenant, c'est vrai que ça me demande aussi de me dire, bah, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais y arriver? Mais je pense que, en tout cas, j'ai encore des années longues avec Isée. Alors, 10 ans, c'est vrai que c'est longtemps. Peut-être que je ferai autre chose ou qu'avec Isée, on fera aussi autre chose. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je pense que la vie entrepreneuriale, finalement, qui était pas meant to be quand j'ai créé Isée, aujourd'hui, je pense qu'elle fait vraiment partie de moi et que j'aurais du mal à vivre autre chose. D'autant plus que maintenant j'ai des enfants et que même si je trouve que parfois c'est difficile d'être entrepreneur et maman, et ben, je trouve aussi que ça offre une certaine liberté, une certaine flexibilité. Donc voilà, je pense que dans 10 ans, maintenant, mais moi j'espère toujours avec Isée, ou en tout cas toujours entrepreneur, toujours en tout cas responsable de mes projets. Voilà. Et 5 enfants, c'est ça? 10 ans, j'aurai 40 ans, ils sont peut-être là les 5. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une famille nombreuse. Je trouve que c'est chouette. Je trouve que c'est chouette, je trouve que c'est plein de vie. J'avoue que parfois j'aspire à de la méthode, à de la sérénité, mais en fait, je crois que je trouve vraiment mon bonheur dans le bazar. Ok. Merci beaucoup. Merci, Clara. ça m'a fait super plaisir. Pardon, c'était pas toujours très clair et je crois que c'est aussi le reflet quand même d'une philosophie de vie, en tout cas actuelle, mais voilà, qu'on trouve aussi ces solutions dans un joyeux bazar, comme je le disais. Et merci, ça m'a fait super plaisir. Bah, merci à toi. Et je pense que ça m'a aidé aussi. Bah écoute, parfait.
Merci beaucoup. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach certifiée. J'accompagne individuellement les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes qui travaillent avec moi sont des personnes très motivées que je choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode pour une première consultation gratuite.